Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'est déjà mes premiers mots. Donc évidemment, vous savez qu'on est réunis aujourd'hui sur une thématique du CRM augmenté, où l'ensemble des flux d'informations, y compris la voix, la data, ça chemine vers le CRM et qui ne devient plus simplement un lieu de saisie et un lieu probablement de reporting, mais qui devient très clairement un copilote. Je vais me permettre de faire une petite intro, mais en rédigeant comme ça quelques lignes hier, je me suis dit, mais et puis vous voyez que j'ai un peu de barbe blanche et j'approche de la cinquantaine. Et j'étais étudiant, d'ailleurs c'est très marrant parce que j'étais étudiant chez France Télécom et au fond il y a un camarade de jeu à l'époque, qui est voilà, Tony derrière. Et j'étais chez France Télécom. Et quand je suis arrivé chez France Télécom à l'époque, certains d'entre vous se souviennent de ça et pas d'autres, on était en 33K, 56, 128K. Et je fais mon onboarding chez France Télécom au CNET. J'arrive au CNET, donc qui est le Centre national de recherche et d'études télécom, et puis on nous fait une démonstration, on nous explique que les technologies qui sont disponibles en mass market aujourd'hui ont 10, 20 ans évidemment de retard par rapport à la technologie en place. C'est exactement ce qui se passe sur l'IA aujourd'hui. Et quand j'assiste à une démonstration de haut débit fibre transatlantique où je vois passer des flux incroyables, évidemment, on se dit que quand on vend ensuite des connexions LS à l'époque à 128K ou des petits disques qu'on mettait dans la machine, on était très très loin du compte. Et puis il a fallu attendre 10-20 ans pour avoir du haut débit qu'on connaît aujourd'hui et qui permet l'adoption de tout ce qu'on a, le partage de data en des temps éclairs et la facilité qu'on a aujourd'hui à échanger avec les uns avec les autres. On fait des webconférences aujourd'hui toute la journée et ça se passe très bien. Et évidemment, ça a totalement, le haut débit a totalement révolutionné nos usages, nos déplacements, notre fonction, nos façons de travailler, etc. C'est un peu la même chose pour l'IA. Eh bien, l'IA, c'est pas d'aujourd'hui en fait. Ça fait déjà quelques dizaines d'années. Les premières esquisses d'IA datent probablement des années 50-60, en tout cas sur le modèle de réflexion. Et puis ensuite, 70, 80, on attend les années 90 pour avoir les premiers OCR qui embarquent des prestations B2B de recherche, de reconnaissance de caractère pour les chéquiers, pour les adresses, etc. Mais ça reste encore évidemment cantonné à quelques adoptions jusqu'à, le machine learning, 80 à 2010, où là on voit vraiment l'émergence du machine learning et puis du deep learning avec Google et l'ensemble des technos qu'on connaît aujourd'hui, qui vont évidemment beaucoup plus loin que ce qu'on connaît aujourd'hui. Notre sujet du jour, c'est que on arrive aujourd'hui à un niveau d'information qui embarquait la partie content écrit. Et donc maintenant, nouvellement, la voix devient un canal de données, non plus un canal d'expression, un canal d'échange, mais un canal de données qu'il va falloir exploiter. Et d'où le sujet de l'IA, qui va permettre de retranscrire ce canal, de le capter en live, de le capter, alors j'ai pas le droit de dire capter des émotions ou exploiter des émotions, mais pas très loin de ça. Et évidemment, on va voir aujourd'hui comment la voix devient data, comment la data devient une source d'information inépuisable, si tant est qu'on met de l'IA pour la rendre expressive et intelligente. Et on va voir effectivement comment le CRM, in fine, n'est plus un lieu de saisie ou de stockage ou d'analyse, mais un copilote, d'où évidemment la présence de Ludovic ici, au travers tous ces sujets-là. Petit chiffre aujourd'hui, ChatGPT compte à peu près 500 millions d'utilisateurs, monde, hebdomadaire, régulier, ce qui évidemment embarque une adoption mass market. Alors on va peut-être commencer sur le sujet voix, puisque c'est le socle de ce nouveau canal d'enrichissement et de connaissance du client. Et je vais évidemment embarquer quelques premières questions, probablement à Ludo. Bien. Alors, Ludovic, j'aimerais bien que tu nous partages ce que l'IA permet, en tout cas la captation de la voix, permet de discerner ce qu'on ne savait pas avant décrypter. Ouais, un peu d'histoire du coup. Juste avant, donc nous on vient du métier de la voix. Ringover est connu pour la téléphonie cloud, qui est un des outils numéro 1 justement chez Ringover. Problème, on a vu l'IA générative arriver, comme tu l'as dit, avec GPT, avec même des modèles avant, DaVinci et compagnie. Génial, l'IA générative, ça révolutionne. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est qu'une partie de l'IA. Il y a plein de modèles différents et l'IA générative s'est vraiment développée ces dernières années. Et on s'est dit, en voyant ça, donc
alors j'ai un peu de mal avec les dates, mais quand le GPT 3.5 est sorti, on s'est dit il y a quelque chose vraiment à faire, parce que là ça devient vraiment concret, ça devient multilingue. Et nous, pas de chance, on fait de la voix du temps réel, et faire de la voix du temps réel, c'est un problème, parce que les IA génératives, GPT et compagnie, sont entraînées sur du texte. Donc aujourd'hui, il y a quelques modèles d'ailleurs qui existent qui font très bien des images, même des vidéos. Je vous pousse à utiliser justement les technos Google qui sont aussi très très bonnes sur le sujet. Il y a bien sûr quelques modèles de voix, mais c'est beaucoup moins développé que les IA génératives basées sur du texte. Donc on s'est dit très vite, il va falloir qu'on ait des modèles qui allaient transcrire les conversations, le tout de façon souveraine, etc. Vous connaissez l'Europe, vous connaissez les besoins des Européens. C'est très important d'avoir ces modèles-là en interne sans forcément tout pousser partout. C'est intéressant d'avoir sa donnée localisée. Pour ça, on a créé en fait des serveurs avec des GPU qui permettaient justement de transcrire les données, les conversations que vous avez soit en voix, soit en vidéo sur nos plateformes. Et ainsi, ça donne une transcription. Bon, comme ça a l'air complètement normal aujourd'hui, très bien. À l'époque, c'était très innovant parce qu'on se disait on ne peut pas juste surcharger les prix des licences pour avoir un service qui va devenir la norme. Si on veut pouvoir utiliser de l'IA sur ces différentes conversations, c'est normal que ce soit natif dans le produit. À partir de ça, génial, ça a ouvert un potentiel. Quand on se parle comme ça, il y a en fait des choses que le cerveau humain comprend tout de suite, mais qu'on n'a pas forcément confiance entre nous. Quand vous allez appeler justement un service client et que vous allez peut-être être un peu remonté parce que votre colis n'est pas arrivé en temps et en heure, ça nous arrive, vous avez un dégât des eaux, il faut absolument répondre très très vite, etc. L'idée, c'est de se dire, OK, il y a des données qui sont contenues dans la voix, dans l'éloquence, qui peuvent être analysées, qui peuvent donner des indices, en plus, évidemment, de toute la richesse des conversations. On utilise des mots bien précis pour dire des choses. Donc il y a des analyses sémantiques qui sont possibles, mais aussi beaucoup de données qui sont contenues dans votre voix, dans votre ton, dans la conversation. Combien de fois vous allez couper la parole, combien de fois vous allez avoir un argumentaire, quel est l'argumentaire nécessaire. On peut parler aussi appliqué sur du sales, quand on va détecter des budgets, détecter qui est le décideur. Tout ça est intéressant sans forcément se dire ok, je vais prendre des notes à la fin. Je pense qu'aujourd'hui c'est très trendy de faire ça. On a l'air un peu de se dire bon c'est nouveau, non c'est pas nouveau, mais en tout cas c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans les équipes commerciales et les équipes support. C'est en tout cas ce qu'on voit dans ces conversations. Ouais, j'allais te demander deux choses. La première c'est alors je sais qu'il y a des dispositions légales pour éviter d'embarquer de l'action ou en tout cas de l'incitation à l'action considérant l'émotion des interlocuteurs quand on est en position de vendeur ou de prescripteur. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la voix est en capacité... Alors, je sais que peut-être on est dans la projection, mais on en a parlé à un déjeuner. Le sujet, c'est est-ce que la voix est en capacité aujourd'hui, en tout cas l'IA est en capacité aujourd'hui, potentiellement. On connaît tous les prompts. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des call centers, etc. Mais il y a des prompts qui sont intelligents. Alors à l'époque, c'était moins intelligent, mais qui embarquent un certain niveau de réponse, des réponses selon un certain niveau d'humeur ou une réaction ou un mot-clé, etc. Et puis on essaye de faire comme ça du cheminement de pensée. Donc le téléacteur ou le commercial, peu importe, a ce cheminement de pensée. Ah, alors là, on a une galère. Bougez pas parce que j'ai pas assez gigoté le truc. Mon doigt, je dois le remettre l'empreinte. C'est bon ? Parfait. Super. Ouais, exactement. Donc je viens à la question, c'est est-ce que l'IA aujourd'hui est en capacité de conseiller live, ou en tout cas aujourd'hui ou demain, de conseiller live le commercial ou le téléacteur, la personne qui est avec son client. Alors, hyper intéressant et forcément, l'Europe, il y a plein de règles, attention à tout ça et on vous invite à vous conformer fortement à tout ce qui a été fait sur l'IA Act et Data Act. Bien sûr, l'IA peut aider à la prise de décision. Aider. Je vais pas dire aider à la prise de décision. Ça vous permet de pouvoir vous dire, OK, comment est-ce que je peux m'améliorer ? Donc pour un commercial, de se dire, OK, comment est-ce que j'améliore ma productivité ? Comment est-ce que je peux gagner ce deal ? Est-ce que j'ai des chances ? Qu'il y a des choses sur lesquelles je peux rebondir ? Ça évite aussi, si je fais le avant-après,
Avant, c'était l'enregistrement de la conversation, un MP3. Ok, on avance, on essaie de retrouver à peu près le contexte, mais c'est compliqué. Il faut soit tout écouter pour comprendre, soit arriver à tomber pile au bon moment en se rappelant que aujourd'hui, c'est plus simple. C'est un résumé qui est fait. Au besoin, tu vas dans la transcription, tu fais un CTRL F. C'est beaucoup plus simple de retrouver la partie sur laquelle on a parlé budget, sur laquelle on a parlé justement des next steps. Mais oui, bien sûr. Et j'y viens, c'est aide à la décision pour les managers. Training pour la partie plutôt utilisateurs finaux, mais aussi coaching en temps réel. Ouais, si tu l'appliques justement en temps réel, tu vas pouvoir te dire, ok, ça nous arrive tous d'avoir un appel ou une visio, boum, une call. C'est quoi, je sais pas, je dis n'importe quoi, nous, ça va être, c'est quoi les appels vers le Cambodge sur Hangover? Mince, je sais pas. Et bien là, en temps réel, ok, il va fetcher pour toi, regarder directement sur le site et te dire, tiens, c'est peut-être ce lien-là, je sais pas, 19 centimes par minute, les appels vers le Cambodge, et voilà. Il n'y a plus cette notion de call où on se retrouve comme un con devant tout le monde en disant, ok, merde, je ne savais pas. En fait, là, ça vient aider en temps réel, ça te dit peut-être, ok, peut-être qu'ils t'ont pas forcément suivi sur ton discours commercial, ralentis un peu, pose peut-être, demande s'il y a des questions. Le prospect n'est pas forcément, questionne pas forcément assez. Il y a plein de choses que tu peux analyser comme ça, et on est en train justement nous de travailler sur cette plateforme de coaching en temps réel pour les sales, pour qu'on puisse faire la meilleure démo possible sans forcément avoir justement ces problématiques de mince, à la fin de l'appel, j'ai pas forcément proposé l'option de discount ou l'option commerciale qui est en cours. Ça te permet aussi de valider, ça t'en parlera peut-être beaucoup mieux que moi. Oui, j'allais passer là-bas, là, à l'hiver. Ok, bon vas-y, je te laisse. J'allais évidemment passer là. En tout cas, coaching, évidemment, training pour l'utilisateur final et aide à la prise de décision côté administrateur ou côté superviseur. Ok, j'allais justement embarquer Lilia sur la finalité. En fait, c'est comment on embarque des données qui sont de fait plus structurées, tu viens de le souligner, et comment on arrive à exploiter justement ces données plutôt construites. Ah bah oui. Déjà, je voulais commencer sur quelque chose. Je voudrais qu'on reprenne depuis le départ. Moi, en tant que sales, je suis le persona sales aujourd'hui parce que je suis la directrice commerciale. Donc, en fait, au jour le jour, on utilise en fait ces outils pour réussir à accélérer le sales. Et j'aimerais bien qu'on se focus d'abord sur la base de comment est-ce qu'on réussit à avoir un succès en termes de revenus, c'est le CRM. Donc, c'est comment est-ce que la donnée du CRM, elle est traitée. Et aujourd'hui, sans CRM, pour moi, je pense qu'en fait, on perd notre MRR dans le mois. C'est-à-dire qu'on est incapable de monitorer en fait ce qui va se passer. On est incapable d'avoir un forecast. On est incapable en fait de savoir vraiment ce qui se passe. Et moi, en tant que directrice commerciale, ça m'empêche de dormir la nuit. Mon job, il saute. Si j'arrive pas en fait vraiment forecaster ce qui va se passer, l'entreprise meurt. Le produit meurt parce qu'on ne sait pas en fait qui l'utilise, on ne sait pas comment est-ce qu'on va ramener l'argent, on ne sait pas comment est-ce qu'on va le faire vivre. Et en fait, un CRM, c'est très bien, on met plein de données à l'intérieur, et il y a un peu plus longtemps que ça, quand on n'avait pas encore en fait tous ces développements d'IA, je me rappelle, moi, quand j'étais sales, il y a 15-17 ans de ça, je faisais mes meetings, et puis je prenais mon BlackBerry, ça existait encore, et puis le soir, j'allais... Mais on dirait pas, dis donc. Hey. Merci. Et le soir, en fait, je rentrais en fait à 7-8 heures, et puis je rentrais mes notes, et puis ça m'embêtait, puis je les rentrais mal, et puis j'inventais des choses pour essayer de remplir, et puis en fait, finalement, la donnée, elle n'était pas traitée correctement. Et le CRM, quand on dit pour un manager c'est important, c'est aussi important pour un sales. Parce qu'un sales qui n'a pas de CRM, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ce que je dis toujours en fait à mes sales, c'est que le CRM, c'est pas son ennemi, c'est la personne qui va, en fait, c'est son ami, c'est l'outil qui va lui permettre de savoir où est-ce qu'il en est de ses deals et d'enlever quelque chose qu'on appelle le wishful thinking. Le wishful thinking, c'est quoi ? C'est quand on parle à un potentiel acheteur, donc vous par exemple pour moi, moi je vais dire non mais je suis en closing, j'ai déjà parlé de prix, j'ai déjà fait une démo, le mec est chaud, et en fait lui dans sa tête il est au niveau de la discovery, c'est-à-dire qu'il s'est dit j'achèterai peut-être en 2029. Donc on est souvent dans ces cas-là, et c'est comment est-ce qu'on
utilise cette donnée qu'on alimente dans le CRM, que moi je monitore, que le sales va monitorer, et comment est-ce qu'on la traite. Et je pense que c'est le vrai sujet d'aujourd'hui. C'est OK, aujourd'hui, que ce soit en service client, que ce soit en sales, que ce soit en talent, en hiring aussi, en fait, quand on va utiliser un CRM, qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée en tant qu'utilisateur final et en tant que manager? Et comment est-ce que l'IA aujourd'hui va impacter cette donnée pour pouvoir en fait sortir en fait de l'analyse qui fait sens? Parce qu'avoir quelqu'un qui met un forecast au doigt mouillé, avoir quelqu'un qui va rentrer un commit ou un engagement, par exemple, admettons, de 10 000 € sur un contrat par mois, ça veut rien dire, c'est qu'un chiffre. C'est comment est-ce qu'on sait qu'est-ce que ce chiffre représente par rapport au client. Et avec l'IA, c'est quelque chose qu'on va réussir à sortir. C'est quelque chose par rapport à l'analyse en fait de toutes les conversations qu'on a eues, de tous les emails qu'on a envoyés, de tous les talks qu'on a eus, de tous les rendez-vous qu'on a eus qui sont enregistrés. Et on parle de la voix, mais on parle de tout en fait. Moi, ok, on est de la voix, mais les emails, les textos, aujourd'hui, on est pluricanal. Je connais aucun deal qui s'est vendu juste sur un coup de téléphone ou un WhatsApp ou un Teams. Donc, comment est-ce qu'on prend tous ces canaux? Comment est-ce qu'on les met dans un CRM pour pouvoir avoir, quand on ouvre un client, une solution? Et je vais encore plus rajouter sur ça, c'est comment est-ce que les différents acteurs s'intègrent pour que le sales, à la fin de la journée, parce qu'un sales c'est basique, moi je suis sales, je suis basique, j'ai pas envie d'avoir 18 outils en disant ils sont tous géniaux, j'ai envie d'avoir un endroit où je vais, où tout est intégré, où quand j'ouvre mon client, j'arrive à avoir une visualisation de ce qui va se passer. Donc il y a ce que tu disais Ludovic, c'est-à-dire ok l'enregistrement, il y a la deuxième chose qui est ok, j'ouvre, j'ai envie d'avoir tout qui est concaténé. Et il y a ensuite ce qu'on appelle les next base actions. C'est vraiment qu'est-ce que je dois faire, quelle est la prise de décision que je dois faire par rapport à cette situation. Voilà. Et ce sont mes enjeux aujourd'hui de sales, en tout cas. Très bien. Je vais passer la balle à Mélanie. Tu parlais justement d'optimiser des actions et de faire en sorte que le sales embarque une plus grande efficacité. Et alors moi, j'ai la chance de travailler avec Mélanie au quotidien. Mélanie, c'est ce qu'on appelle une locomotive. Hein. Ça défonce, bam, 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 ça pousse les portes. Justement, les questions que je voulais poser à Mélanie, c'est concrètement pour le sales, une fois qu'on a transformé toute cette data, on arrive dans le CRM et puis on fera la transition plus forte vers le modèle de data qui devient intelligent juste après. Peut-être entre-temps, on posera quelques questions, mais le sujet, c'est est-ce que ça embarque une capacité pour le sales d'avoir un pitch homogène, d'avoir du gain de temps, d'avoir une meilleure qualification? Quels sont les leviers concrets pour, in fine, le sales ou le téléacteur de tout ce gain de données? Oui, effectivement, l'idée, c'est aussi, comme tu le disais, de parler du terrain. Et quand on est C-level, quand on fait partie de la direction, quand on est directeur, directrice commerciale, notre enjeu majeur, finalement, c'est de se dire comment on arrive à faire un maximum de performance, de chiffres, avec du temps qui, comme pour tout le monde, limité. Et je pense que ce que ça permet, notamment ce sujet de voix, parce qu'on verra la partie aussi CRM, data un peu plus tard, mais ce sujet de voix, pour moi, il permet de travailler ces deux enjeux. Il va permettre de travailler la partie temps, parce qu'on le disait tout à l'heure, hein, je crois qu'un commercial, c'est en moyenne entre 1h30 et 3 heures par téléphone tous les jours. Donc, ça veut dire de la saisie, comme tu le disais, d'appels. Et encore une fois, je vous donne ça pour un sales lambda, mais quand on est BDR, SDR, c'est bien plus que ça. L'idée, c'est de se dire, l'idée, c'est de se dire comment on capitalise, déjà, on gagne du temps sur la saisie de ces données. Là, on parle beaucoup d'IA, etc. Mais la base du terrain, c'est qu'aujourd'hui, les gens prennent encore les notes à la main. Et donc, il y a l'IA qui permet de faire plein de choses, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ont ce réflexe de la saisie manuelle. Donc déjà, il y a cet aspect, je pense, déjà des basiques. Petite question, qui fait encore de la saisie manuelle, de la prise de notes ici? Soyez honnête. Ah ouais, vous voyez. Et nous, on est là, on projette loin, etc. Et il faut projeter loin. Donc il y a vraiment... il y a vraiment cet enjeu déjà de... Oui, on est tous pareils. Et en réalité, même nous, on fait partie de ce métier, on fait aussi cette erreur-là, mais je pense que le sujet numéro 1, c'est ça. C'est ce gain de temps, déjà, avant tout, parce que du gain de temps, ça veut dire du gain aussi de chiffres, bien évidemment. Et le deuxième aspect pour moi, c'est la partie performance. Tu l'évoquais, aujourd'hui, pour un manager, c'est très compliqué d'expliquer pourquoi on a un sales qui a un taux d'appel à transaction de 50% et on a un autre qu'en a 20%. Et là, votre direction dit on fait quoi avec lui? Il n'a pas les mêmes perfs. Oui, concrètement, comment je pilote? Parce qu'on parlait de prise de décision, mais il y a aussi tout un aspect de pilotage. Et c'est très important de savoir aujourd'hui pourquoi un sales performe moins. Est-ce qu'il coupe la parole, comme tu le disais, un peu trop? Est-ce que sa sémantique, elle est peut-être pas bonne? Est-ce que ses durées d'appel sont trop longues?
peut-être, ou au contraire trop courtes, et donc il perd trop de temps, ou au contraire il passe pas assez d'appels. Enfin, c'est des choses où on permet, pour moi, de poser des chiffres pour permettre réellement de piloter et d'arrêter le subjectif. Alors, je pense que c'est les deux enjeux majeurs que moi je vois sur le terrain, qui encore une fois sont pas minimes. Ouais. Je vois Ludovic là justement qui a ce propos. Tu as un micro, peut-être c'est mieux. Justement, moi j'avais une question pour toi. On a vu effectivement toutes ces sources de. Allez, comment? Hein? Oh, ça va. C'est du velours, c'est du velours. Ouais, en fait, le vrai sujet, c'est à la finale comment un CRM et comment HubSpot, puisqu'on a la chance d'avoir Ludovic ici, embarque toutes ces informations de différents canaux, de différentes sources, comme des sources de vérité qui permettent justement d'embarquer à la fois de l'automatisation, potentiellement, et puis le next step de l'action. Parce que c'est là tout le sujet d'aujourd'hui, c'est comment l'IA, in fine, sur ces colonnes vertébrales, data, voix, embarque le CRM pour qu'on gagne du temps. Et le temps, c'est de la performance business. Merci pour la question. Est-ce que déjà quelqu'un utilise HubSpot dans la salle? Ouais, pas mal déjà, oui. 50%, très bien. On a déjà abordé beaucoup de sujets. Je vais essayer de prendre un tout petit peu de hauteur sur le CRM. À quoi sert un CRM? Puisque souvent j'entends, d'abord c'est pour le commercial et c'est un reporting, c'est pour faire les forecasts. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les directions commerciales. Et nous, on se bat beaucoup contre ça, puisque c'est justement ce qui empêche l'adoption du CRM, c'est d'être considéré uniquement comme un outil de reporting ou de forecasting commercial. Désolé, hein, mais j'enfonce une porte ouverte. Et souvent, les éditeurs de CRM l'ont conçu à cette finalité. Et justement, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui provoque le frein à l'adoption. Donc nous, on a pris le constat inverse. C'est-à-dire justement, c'est un outil de collaboration, de communication interne et externe, bien sûr, avec les clients et les prospects, mais également interne, et pas uniquement le commercial. C'est le commercial et toute la vie du client. Donc le commercial, le marketing et la partie support client. Et c'est cette data qui tourne en permanence et qui vit en temps réel, qui fait en sorte qu'on sert le mieux possible le client, qu'il soit un prospect ou un client qu'on est en train de développer. Et cette collaboration, elle est hyper forte parce qu'on a tellement de silos et tellement de batailles entre, tu parlais des BDR ou des SDR, mais enfin, tous ceux qui sont directeurs commerciaux ou marketing, il y a toujours des batailles en disant les leads ne sont pas les bons, je suis commercial, je ne reçois pas les bons leads. Le marketing dit mais qu'est-ce qu'il fait de mes leads? Il met 4 jours à les traiter. En plus, il y a un close rate qui est pas bon. Comment, pourquoi? Et on passe beaucoup de temps. Enfin, si on n'a pas le bon CRM et la bonne façon d'analyser la data au bon endroit, on passe beaucoup de temps. Une fois que j'ai dit ça, l'apport de l'IA a permis de faire des pas de géant sur cette collaboration, cette analyse, ces prises de décision. La voix, bien évidemment, est hyper importante puisque, en général, on enregistre un maximum via le CRM les communications, tu disais Ludo, audio ou vidéo. Tout est transcrit parce qu'on repasse par le texte. C'est très utile et c'est obligatoire aujourd'hui. Mais surtout, nous, via HubSpot, vous allez envoyer tous vos emails, toutes vos séquences, que ce soit le marketing, le support client ou les commerciaux. Et donc, toute cette donnée non structurée qui, comme vous le savez, est l'énorme majorité de ce qu'on produit, de nos échanges aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle était très peu exploitée et ça prenait un temps de dingue. Aujourd'hui, non seulement on l'exploite vite, mais surtout, on aide à la décision et à l'action très rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on donne des exemples ou tout à l'heure, je ne sais pas, dans le scénario. Mais alors dans le scénario, oui, tu peux donner. Garde les actions peut-être qu'on connaissait il y a encore, je ne sais pas, quand on s'est vu à San Francisco, quand on a fait les grandes annonces sur les nouveaux TIA. Ouais. Garde ça. Pour après. Voilà. Non, mais juste peut-être quelque chose qui est déjà depuis quelques temps chez nous, depuis qu'on a lancé les IA, c'est l'assistant Breeze, qui s'appelle comme ça chez nous, et cet assistant-là est au quotidien pour les commerciaux. Quand vous le testez ça, c'est assez bluffant. Enfin, tous les commerciaux, moi j'étais commercial, je suis toujours dans le CRM, mais la façon dont l'assistant peut aider, peut faciliter les choses, par exemple, tu parlais du forecast, que ce soit un commercial, son manager, le directeur, le DG de la boîte, tout le monde a accès en disant par rapport au pipe en cours de cette personne ou de cette équipe-là, est-ce que tu peux me dire quel serait le forecast prévisionnel sur le mois ou le trimestre? Pourquoi? Donc l'agent va essayer d'analyser, l'assistant va analyser, va donner des éléments de réponse. Est-ce que tu peux approfondir sur ce qu'on devrait faire dans ce pipe-là pour pouvoir améliorer le forecasting, améliorer le chiffre? Est-ce que tu peux me faire un focus sur certains deals et me dire pourquoi ces deals-là, tu penses qu'ils ne sont pas
au bon stage, au bon état, parce que par rapport aux discussions qui ont eu lieu avec ce client, tu penses, toi, mon assistant, que en fait, je suis trop optimiste ou trop pessimiste? Quel conseil tu me donnes comme action prochaine avec ce client-là en particulier par rapport à l'état des lieux de tout ce qui s'est dit et où on en est aujourd'hui? Et après, je garde un peu de suspense sur on fait quoi une fois que l'assistant a fait une recommandation. Mais Exactement. en tous les cas, cette aide à la décision et à la prise et à l'action dans cette volumétrie de data, elle est vraiment aujourd'hui décuplée. C'est assez hallucinant, puisque le vrai sujet, c'est qu'on produit beaucoup plus de data, on a plein de textes, on a des IA qui nous font des beaux résumés, qui nous font des synthèses, qui nous font des propositions, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même le lire, tout ça. Il faut en tirer des actions et il faut essayer de maîtriser. Et nous, on mise beaucoup sur l'interaction IA humain et comment l'IA permet d'accélérer l'impact. Il y a deux choses. Ouais, je suis lancé là, je ne sais pas si je dois m'arrêter, mais... Vas-y. Alors après, on va faire un petit break justement pour ouais, faire quelques il y a interactions. deux choses qui sont importantes avec l'IA, et je reboucle avec le CRM, c'est le contexte. Une IA sans contexte, elle ne va pas dire grand-chose d'intéressant, d'intelligent. Donc le contexte, donc tout ce qui est mis dans votre CRM, tout doit y être le plus possible, et tout doit communiquer, et on doit bâtir de la connaissance pour le maximum de contexte pour qu'après l'IA puisse faire les bonnes analyses et les bonnes recommandations. Et donc là-bas, c'est la data, tout dans le CRM, les bonnes IA, la bonne analyse et le contexte. Ensuite, l'humain va pouvoir prendre les inputs, les analyses et les conseils de l'IA et déclencher des actions. Et là, c'est d'autres IA, les agents qui vont l'aider. En tous les cas, c'est hyper important. C'est pour ça que nous, on est convaincus, le CRM, la data, et d'avoir tout ce contexte qui communique de bout en bout. Comme ça, vous n'avez pas un commercial qui se retrouve tout seul, sans savoir ce qui s'est passé avant sur le campagne marketing, sans savoir ce qui se dit en ce moment au customer support avec ce client-là. En termes de recommandations, le contexte est clé. Exactement. À croire que tu lis mon prompt. C'était ma transition, justement, le contexte et la data, qu'on abordera donc dans un temps 2. Est-ce que à ce stade, vous avez peut-être je sais pas, du partage d'expérience, de retour d'expérience sur les bonnes ou peut-être les bonnes pratiques ou les points d'amélioration? Tout à l'heure, quand on a fait un lever de main, il y avait j'utilise HubSpot, j'utilise pas, ou Ringover d'ailleurs pour le coup. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas encore? Est-ce que moi, j'aime bien... Oh là là, faut jamais me faire ça. Faut jamais me faire un petit sourire comme ça, parce qu'après, je vais... Bah oui. Ah oui, non, mais moi, je... Ouais, exactement. Un autre micro. Mélanie, pardon. Je me présente Mélanie, je suis la directrice commerciale et CRO de Lulu Black. Aujourd'hui, j'utilise HubSpot. C'est une bonne chose. Beaucoup de choses d'intéressantes qui ont été dites. J'ai une solution voix par Ringover. Oh. Je suis d'accord avec ce que vous dites aujourd'hui. Par contre, le défi, Mélanie, je pense que tu mentionnais à un moment cette plateforme, par exemple, de coaching, training, je la trouve hyper intéressante comme idée. Maintenant, c'est vrai que ça m'interroge beaucoup sur notamment le coaching du sales en particulier. Est-ce que son call a été trop court, trop long, etc. Je pense que tout dépend effectivement du contexte. Donc, effectivement, tout a été abordé, mais je pense que ça viendra ensuite. L'idée, c'est de comprendre comment ça va fonctionner, parce qu'effectivement, il y a des personnes, c'est des C-level, en fait, il ne faut vraiment pas tourner autour du pot, il va nous consacrer 2 minutes. C'est les 2 minutes qui peuvent tout jouer. En revanche, on va passer par les équipes métiers. Bon, bah là, il y a toute une phase de charme, justement, et sur laquelle il va falloir passer un peu plus de temps. Moi, ça m'interroge de comprendre comment tout ça va venir s'intégrer pour donner le bon coaching. Donc là, je comprends que l'IA va être embed un petit peu dans Ringover. On en a un petit peu chez HubSpot. Enfin, un petit peu, pardon. Beaucoup. Il y en a beaucoup partout. Comment est-ce qu'on combine les deux pour arriver à la finalité, à avoir la bonne source? Parce que l'IA maintenant se diffuse de partout. Comment est-ce qu'on merge tout ça pour avoir la bonne information? C'est vrai que c'est le sujet majeur. D'ailleurs, on avait prévu d'en parler dans la partie données. Je trouve que le piège, à l'inverse, c'est que justement maintenant, la donnée, on en a trop, partout, tout le temps. Et en fait, il y a un vrai défi aujourd'hui qui est presque même le défi inverse, c'est de se dire quelles sont mes vraies batailles. En plus, encore une fois, quand on est C-level, DIRCO, etc., on ne peut pas avoir 10 000 batailles, on a le quotidien. Donc, il y a vraiment cet aspect pour moi, d'aller, et c'est là aussi où l'IA a un intérêt, même sur l'aspect de pilotage et de reporting, c'est de vous sortir la data qui est critique. Et de vous dire, attention,
c'est cette data-là qui est critique. Et des fois, la data critique, c'est pas la même d'un commercial à l'autre, d'une équipe à l'autre. Et donc, pour moi, c'est vraiment cet enjeu parce que tu prenais l'exemple tout à l'heure de la durée d'appel, etc. Peut-être que le sujet, c'est aussi effectivement de se dire, est-ce que la durée d'appel est bonne pour tel persona ? Est-ce que la durée d'appel est bonne pour tel type d'appel ? Et donc là, on re-rentre dans des sous-analyses qui n'est pas uniquement la durée de l'appel, mais la durée de l'appel par rapport, encore une fois, comme on le disait, à un contexte. Donc pour moi, ton vrai sujet, c'est comment j'ai une data très exhaustive, large, sur plein d'enjeux, mais comment l'IA va m'aider à ressortir la data qui m'intéresse et qui doit être le centre de mes préoccupations. Et par exemple, sur HubSpot, je ne sais pas si tu l'utilises vu que tu es utilisatrice, mais maintenant, il y a une fonctionnalité moi, que je trouve géniale, qui est simple, mais sur une data, sur un rapport, je peux taguer quelqu'un pour lui dire j'ai un problème sur cette data, comment on l'actionne. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'on passe encore une fois de l'idée à l'action. Et encore une fois, on se concentre sur des data critiques. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est vraiment cet enjeu-là, c'est de se concentrer sur de la data critique. Je pense que le sujet que tu soulèves, Mélanie, il est assez clé sur, OK, on a tous ces choses, vous nous donnez plein de données, c'est génial, en fait, ça vend du rêve, et en fait, on a l'impression qu'on va tous devenir incroyables avec nos clients, mais comment est-ce qu'on l'adopte ? Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est génial tout ça, mais comment est-ce que je l'utilise ? Et c'est une bonne transition aussi sur ça, parce que aujourd'hui, pour moi, le vrai enjeu, c'est pas forcément... et je suis assez convaincue de nos produits, je suis assez convaincue des capacités qu'elles font, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisateur final, en fait, adopte ce genre de produit et puisse l'utiliser. Et ce que tu disais, en fait, résonnait pas mal sur ça, c'est, OK, on a commencé par des CRM qui vendaient ça comme des outils de reporting au management, mais les sales les détestaient. On a créé un produit, en fait, qui permettait d'être collaboratif sur la manière dont on va utiliser un CRM et qui sert aussi aux sales à la fin pour améliorer, en fait, sa vie de tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, en fait, on est en train de créer des choses avec l'IA, où on va dire par exemple oui c'est pas le temps de donner, on n'est pas en train de fliquer en fait s'il a passé 8 secondes en fait, pourquoi est-ce qu'il a passé 8 secondes, c'est comment est-ce qu'on l'aide. Et effectivement comment est-ce que l'IA peut aider ton sales à avoir un elevator pitch quand il va parler en fait à un C-level. Donc cette donnée là faut l'adopter, et l'enjeu aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on se fait accompagner pour utiliser ces outils. Et ça va être quand même une période de flottement dans chaque entreprise, et aussi un vrai challenge pour chacun sur comment est-ce qu'on implémente les outils qu'on aura choisis, et quel est le ROI de ces outils, qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Aujourd'hui, je parle avec pas mal de personnes sur le sujet. Le souci auquel on fait face, c'est que tout le monde veut prendre l'IA, donc c'est très très trendy, tout le monde vient à tous les événements, tout le monde achète des outils, et il y a un effet de churn ou de cancellation qui est énorme, parce que c'est pas que l'outil est mauvais, c'est que les gens l'adoptent pas, quoi. Enfin, oui, c'est vrai. Ouais, l'adoption. Alors, je me permets juste un petit mot, c'est-à-dire que pour préparer cette conférence, on avait un WhatsApp. Et puis tout le monde me disait, non mais t'inquiète, on connaît, machin. Moi je suis plutôt faut que je prépare tout. Et en fait là, c'est roue libre, c'est-à-dire que je prends les questions. Ils sont tellement bons dans l'histoire, c'est qu'ils se font le ping-pong, ils lisent pas le prompt. En tout cas, merci, parce que je trouve ça fantastique. En fait, la question pour Lilia, c'était concrètement comment la donnée devient exploitable. On est en plein dedans. Hein, donc exactement. Mais après, on mangera. Il y a une très très belle table après. Donc pardon de l'interruption. Mais oui, à quel moment on adopte et à quel moment ça devient actionnable, parce que c'est le vrai sujet. On pourrait se dire, ça n'existait pas, on adopte à 10%, c'est déjà pas mal. Quelqu'un d'augmenter de 10%, c'est déjà... Il y a quand même plein d'usages aujourd'hui. Il suffit de... Enfin, je ne vais pas repartir sur... Il y a tellement d'usages aujourd'hui que c'est assez simple de trouver un ou deux usages. Encore une fois, effectivement, ça peut bouleverser beaucoup de choses, l'IA, mais ce qui est important, c'est de créer des habitudes simples. Et des habitudes simples, c'est pas de dire tu vas changer 10 actions que tu fais aujourd'hui, puis 10 autres demain. Non, c'est quelque chose clé sur une partie de l'acte de vente ou sur une façon de gérer ton cycle de vente, peu importe. Il faut identifier ça et aller au fond des choses sur un ou deux principes qu'on veut améliorer dans la gestion d'une équipe ou dans la façon de gérer son pipe ou de vendre pour un commercial. Parce que sinon, on va se perdre. Sinon, on peut tout faire. On peut passer du temps à faire des requêtes, à envoyer le breeze, appuyer sur le bouton, et puis on a plein de choses, c'est super. Et on va aller voir le commercial, tu as tout ça à faire. CRM, tu peux fermer ça, s'il te plaît. Donc voilà. Après, on peut parler concrètement, peut-être qu'on en parle après, de tout ce qu'on fait. Ouais, la dernière partie, c'est vraiment l'action concrète de l'IA pour augmenter tous ceux qu'on est là. J'avais une question pour Ludo, du coup.
Parce qu'en effet, là, si je prends le rebond, c'est qu'on peut faire énormément de choses, puisqu'on a énormément de data. Moi, j'avais vraiment ce sujet-là de comment on gère le dataset. C'est-à-dire, n'hésite pas à être un peu plus tech, parce que c'est aussi important d'essayer de vulgariser. Ludo a cette capacité incroyable de vulgariser des trucs très, très compliqués en choses très simples. Donc moi, je suis très admiratif. Merci. Ouais, dataset, c'est intéressant parce que notre métier, justement, c'est la voix. On fait passer 2,5 millions d'appels jour. Et donc, du coup, les comportements, comme on sert plutôt majoritairement des équipes sales, quelques équipes support aussi, mais vraiment le focus est très sales, c'est de se dire, OK, comment... En fait, tout le monde a à peu près les mêmes problématiques. Vous le voyez dans la salle, on n'arrête pas on a tous les mêmes problèmes. C'est OK, l'IA, c'est génial, c'est un formidable outil, ça fait tout. Ça fait le café, ça fait tout. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Nous, on part du principe que ce qui est nécessaire pour un sales, c'est de se concentrer sur le ROI et ce qui va vraiment faire son métier, le cœur du métier de sales, vendre, la relation humaine. Je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à se dire je vais avoir un voice bot qui va m'appeler et qui va me vendre un contrat d'assurance. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne signe pas. Donc, on est justement sur sales, passionnant, mais il y a certaines tâches qui sont rébarbatives. On a parlé juste avant des notes, etc. Quand on doit taguer un appel à la fin, parce que le tagging est automatique, etc. En fait, on s'est dit, il y a des datasets qu'on peut créer, des comportements qu'on peut reproduire, et justement qui nous permettent de faire un peu de machine learning, comme tu as dit au début, et qui te disent, selon certains comportements sont reproductibles. Si on les enregistre et que justement on crée ce dataset-là, et ben en fait, c'est simple de pouvoir créer des tags automatiques en fin d'appel, de pouvoir les pousser après dans le CRM, et tout ça sans avoir d'interaction humaine. Donc en fait, l'IA, je trouve ça intéressant à partir du moment où ça enlève des tâches rébarbatives. L'IA, c'est génial, c'est un outil, moi j'aime bien dire que c'est un peu comme quand Excel est apparu, génial, un champ des possibles est énorme, il faut vraiment l'utiliser de façon canalisée et arriver à trouver justement quels sont les pain points des sales. On n'a pas encore tout exploré, mais il y a vraiment comment dirais-je, des comportements qui sont vraiment reproductibles. On les met en du machine learning, c'est génial. Et en fait, l'IA pourra se dire, peut-être que telle interaction, telle question de la personne en face fait que peut-être que le deal va pencher plutôt en la faveur de la signature probable bientôt, ou alors justement dire le deal, t'es pas prêt de le faire, il faut peut-être que tu te remettes en piste et tout, peut-être que tu fasses même intervenir quelqu'un au-dessus de toi pour pouvoir faire de la réassurance, etc. Il y a plein de comportements comme ça sur lesquels on travaille qui sont intéressants, en plus bien sûr des datasets simples où on se dit comment est-ce que tu crées des voix qui sont quasiment humaines. On travaille beaucoup avec certains acteurs aussi du marché qui travaillent ces sujets-là. Et pareil, dans l'ASR, on a parlé un peu de reconnaissance vocale. Évidemment, il y a des datasets. On a pas mal de clients franco-français. C'est bien, ça marche bien. Dès qu'on a un accent, des fois, ça devient compliqué. Le cas des sujets justement sur les DOM, sur certains accents. On sert aussi toute la partie LATAM. Vous savez que dans chacun des pays, en fait, il a fallu qu'on adapte la transcription pour que chaque accent soit parfaitement reconnu, pour qu'on ait la transcription la plus fidèle possible. Donc création de datasets en masse. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si à la base, ta transcription, qui est vraiment ton socle premier, n'est pas qualitatif, ton IA, elle ne pourra rien rattraper. Hein. Elle se basera juste sur une donnée qui n'est pas forcément bonne. Et là, c'est le début des emmerdes. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, en fait, je voulais renvoyer... J'essaie de faire des petits ping-pong, mais qui ne sont pas forcément toujours dans le bon ordre. Je voulais justement renvoyer ce sujet-là pour faire le lien justement avec une utilisation IA pure sur une fois qu'on a la bonne source de vérité, c'est-à-dire que le dataset, les bonnes retranscriptions, la bonne data, tous les flux de data qu'on va évidemment amalgamer dans le CRM, on l'a dit, et qu'on connaît plus ou moins tous. Donc, on a la saisie des sales, on a d'autres sources de vérité, la navigation du site web, les comportements qu'on peut embarquer, etc. Une fois qu'on a tout ça, évidemment, le vrai sujet, c'est de se dire comment l'IA va nous aider au jour le jour, très concrètement. Et là, je vais plutôt embarquer tout de suite peut-être Ludovic, pour le coup, sur des exemples concrets où le CRM ne devient plus, in fine, qu'un outil de saisie, un outil de pilotage, mais devient concrètement et plus
plus véritablement un copilote. Et puis on va prendre un peu plus de temps sur cette partie-là parce que je pense qu'on a beaucoup à dire. Là, on a embarqué les fondations de la discussion et là, on va plutôt embarquer le sujet sur l'IA concret autour du CRM et justement ce que le canal voix, le canal data et le CRM peut embarquer comme action très concrète grâce à l'IA. De fait, Ludovic, je t'embarque. Oui, je peux démarrer si tu veux. Sur le sujet du copilote. Je vais rebondir sur j'ai peut-être deux usages. Le premier, on parlait de formation coaching tout à l'heure. On en parlait également dans les questions. Sur ce sujet-là, il faut bien distinguer. Enfin, nous, on distingue en interne. On préconise. Est-ce qu'on parle d'un coaching par rapport à un deal en cours? Donc vraiment, on cherche à améliorer la stratégie de ce qui se passe sur le deal. Donc effectivement, on va utiliser la data pour en faire un coaching très personnalisé sur un deal en question. Et donc, on va prendre du contexte sur tous les autres deals qui ressemblent chez ce commercial, qui ressemblent dans toute la direction commerciale, des deals qui sont soit au même état, soit qui ont déjà été gagnés ou perdus pour voir si la tendance elle est bonne de ce qui se passe. Donc, elle peut vraiment, la finalité, c'est de donner au commercial les bonnes actions à prendre. Après, on verra comment on les prend pour pouvoir gagner un deal. Une forme de coaching, donc très orienté sur le deal. Deuxième forme de coaching, ça va être, on investit tous beaucoup dans les formations. On investit beaucoup dans les formations des commerciaux. La formation d'un commercial, c'est pas un one-off où on met quelqu'un 2, 3, 4 jours dans une salle et puis on dit c'est bon, on a coché la case pour l'année. De toute façon, il n'y a plus de budget pour la formation. Donc c'est vraiment une course de fond, la formation. Donc il y a des passages en physique en salle, il y a des passages en virtuel et surtout c'est tous les jours. Et nous, on a passé effectivement tous nos commerciaux par un cycle de formation qui n'est pas terminé, qui est régulier, qui est assez puissant et assez lourd. Et on va donc, le deuxième usage, aller suivre pour voir si les contenus de la formation est bien mis en pratique au quotidien, dans les interactions avec les clients et les prospects. Et donc, il y aura des mots qui vont être tagués, il y aura des mots-clés, des questions qu'on a demandé de poser, des façons d'engager la discussion qui vont être surveillées par rapport à cette formation. Donc, on a entraîné Léa sur la formation, on lui dit... donc le commercial peut dire, est-ce que j'applique la formation? Oui, non. Est-ce que je l'applique bien? Et comment je dois m'améliorer pour mieux appliquer la formation? Et avant, c'était impossible. À part le manager qui écoutait tous les calls et qui était toujours en double écoute, on ne pouvait pas assister à chaque discussion, à chaque phrase pour chaque client pour savoir si la méthode de vente est utilisée, oui, et bien utilisée. Et puis, il y a un troisième aspect que j'ai oublié, que je suis parti dans mon histoire. Mais c'est pas grave, j'avais justement un petit... je voulais embarquer justement parce que on parle ici justement de formation, de conduite de changement. J'ai retrouvé Alors tu veux y aller? Très bien. Moi, je voulais justement vous embarquer là sur le sujet parce qu'on parle in fine, l'IA n'est rien sans l'humain. On le sait, à la fois comme source d'information et comme source d'action, parce qu'on n'est pas tout de suite là sur des sujets agentiques totalement automatisés où on fait rien et pas tout de suite. Alors, je vais te reposer des questions, attention, hein, si je te vois gigoter. Le sujet ici pour vous, c'est avant qu'on rentre justement dans l'usage fin de l'IA, c'est où vous en êtes, vous, et j'aimerais bien que plusieurs d'entre vous prennent la parole sur l'engagement de la conduite du changement, de la formation, à la fois sur les outils et à la fois sur l'utilisation de l'IA connexe aux outils. Parce que très clairement, chez Copernic, ce dont on se rend compte, c'est que on va setuper un CRM, super, on va interconnecter des outils tiers, un ERP, de la voix, etc. Puis à la fin, il nous reste 2000 balles pour former 200 personnes. Non, ça ne va pas le faire en fait. Ça ne marche pas, parce que si ce n'est pas adopté, vous n'allez rien en faire, ni comme source de data, ni comme perf. Donc moi j'aimerais bien justement connaître votre point de vue ici, vos usages, vos retours sur comment vous avez intégré vos équipes à la transfo que représente le chemin voix, le chemin data CRM, et donc vers l'IA. Alors, je ne sais pas à qui je peux donner l'un des micros. Elle est... Ah oui, alors... C'est pas une question. Oui. Donc la question claire, c'est comment vous avez embarqué vos populations sales ou SDR, BDR, etc., ou usage quotidien du CRM, justement pour les sensibiliser à une trajectoire IA. Voilà. Est-ce que c'est plus clair là comme ça? Ouais, parfait. Est-ce qu'on peut vous partager un micro? Alors Nicolas, enchanté. Enchanté. Alors moi c'est plutôt l'inverse. J'ai adapté très vite mes équipes à l'IA et je suis plutôt en train, et c'est assez marrant, je suis plutôt en train de faire totalement marche arrière parce que mes équipes se sont mis dans un mindset où l'IA va tout faire.
Donc je n'ai plus, du moins ils trichent pour les rapports, ils arrivent à me faire des fakes de rapports d'appel, ils arrivent à me créer des fausses données, ils intègrent des données qui sont ultra confidentielles dans Hotspot, alors que je travaille très bien avec Hotspot, mais ils me mettent des chats GPT dans Hotspot avec des données confidentielles, donc je ne sais pas où les données vont. En plus, on travaille avec des hébergeurs de données de santé, donc il y a des choses qui sont très très à risque. Donc moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt en train de freiner la démarche de l'IA parce que je trouve qu'on est, excusez-moi l'expression, je vais être assez cash, on abrutit à l'heure actuelle nos commerciaux avec cette démarche d'hyper-accélération vers l'IA et on perd énormément le côté de la réflexion de l'humain. Parce qu'on part du principe que l'IA va faire la réflexion pour nous. Et il s'avère que depuis que j'ai commencé à travailler en tant que directeur commercial et marketing, j'avais vraiment j'étais très fan de l'IA. En plus, je revenais des États-Unis, j'ai été abreuvé de cela. Et je me suis aperçu assez rapidement que plus je leur donnais l'accès à ce genre d'éléments, plus l'intelligence normale de l'être humain n'était plus là. Plus j'avais des commerciaux qui me disaient « Ah oui, mais il m'a dit de faire ça. Et toi, tu m'as dit de faire ça. Mais je vais suivre ce que m'a dit l'IA. » Et c'est pour ça que je suis venu un peu à cette conférence en me disant tiens, je vais avoir une autre approche, parce que pour la petite histoire, je connais très bien Ringover aussi, parce que je travaillais pour un concurrent, hashtag humour, mais c'est vrai. Et donc j'essaie de voir comment maintenant je peux réadapter mes équipes à aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment comprendre la question, parce que moi j'étais un peu dans l'opposé en vous écoutant, en me disant mais moi je suis en train de subir, et en toute franchise, hein, un abrutissement de ma population commerciale, et je l'assume, parce que j'ai un de mes commerciaux qui est juste là. Ah, mais je suis pas concerné, moi. Et voilà. tout sûr. Non, mais c'est vrai, parce que, par exemple, ça fait partie des gens que j'ai voulu faire venir, parce qu'on était très intéressés pour comprendre cette évolution. Mais moi, personnellement, quand je viens à cette conférence, je veux comprendre comment avancer avec vous, et qu'est-ce que ça va me faire gagner, au lieu de me faire perdre du temps, parce que je dois repasser derrière en réalité. Ouais, là, on a un sujet de gouvernance et d'usage. J'avoue que j'ai inversé la question, mais je Non, trouvais mais que c'était c'est un bien sujet parce que- important Non, d'aborder. mais Tout à fait. C'est quelque chose d'assez intéressant ce que tu dis et ça résonne dans le sens où, et c'est ce que disaient en fait Marc et Ludo auparavant, c'est l'IA n'est pas censée faire la prise de décision, c'est d'ailleurs interdit. Enfin, je veux dire, une IA qui va dire tu dois faire ça, c'est illégal. C'est plus donner des données en Europe. Du coup, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, et c'est ce que tu disais aussi, et c'est ce que tu disais, c'est que l'IA, c'est censé enlever les tâches qui sont rébarbatives. Enfin, c'est censé enlever les tâches que le sales n'a pas envie de faire à la fin de la journée. Donc aujourd'hui, un sales qui va passer des heures et des heures à regarder toutes ces fiches, à regarder toute cette donnée et pas savoir comment l'analyser, à devoir faire son reporting de notes, à devoir en fait rentrer dans des formats, des cases et compagnie, ça c'est des choses, je pense, il ne faut pas non plus avoir un PhD ou un doctorat pour le faire. Ensuite, il y a l'autre côté de avoir une contre-opinion, c'est-à-dire que en fait ne pas dire ce qu'on va faire, mais peut-être être un peu contre-intuitif dans son approche et montrer des angles morts que nous en tant que sales on n'avait pas vu. Et c'est pour ça que je parlais de next based action. C'est vraiment en fait on donne toutes les issues possibles et nous en fait on a notre propre issue pour pouvoir en fait prendre la bonne décision. Il y a aussi une autre chose qu'on fait en fait nous par exemple chez Ringover qui est assez intéressant, c'est le whisper. Moi je trouve que c'est très puissant. C'est en gros je suis en call et je vais mettre en fait une voix que le client ne va pas entendre et là la voix va nous dire tu parles trop vite ou tu parles trop. Moi c'est souvent tu parles trop enfin tu vois, wink wink. Et tu vois c'est ce genre de choses en fait qu'il faut essayer d'avoir et c'est ce que tu disais Mélanie aussi. En fait, on n'a pas besoin d'utiliser l'IA de A à Z. C'est les petites choses que tu vas faire qui vont vraiment te faciliter et c'est ça qui va faire une accélération pour moi. Et je complète un élément de ce que tu disais qui pour moi, enfin moi je le connais aussi, où en fait ils considèrent que maintenant la prise de notes, elle remplace la réflexion. Et en fait moi du coup quand j'ai des business reviews avec eux, je leur fais la démarche inverse de dire bah tes notes je peux les lire. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est de toutes les notes que tu as vues, qu'est-ce que je dois retenir? Quel est le risque de ton deal? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ton deal peut casser? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qui est-ce que tu dois convaincre? Ça, c'est pas tes notes qui vont me le dire à un moment donné. Quand on est commercial, on est aussi là pour l'instinct. Et donc moi, je fais la démarche inverse de dire tes notes, je peux les lire, je peux les concaténer, j'ai des résumés de tes notes, etc. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu prennes de la hauteur. Et ces outils-là doivent t'aider à prendre de la hauteur sur ta réflexion. Et comme tu le disais, de mieux engager tes prochaines étapes et d'être totalement en maîtrise sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un deal ne signe pas. À l'époque, je pense qu'ils étaient tellement concentrés sur nous donner des bons rapports, prendre les bonnes notes, mettre tout propre dans le CRM, mettre les bonnes datas, qu'on en oubliait l'échange même et l'essence même de l'échange. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est vraiment ça qu'on doit leur montrer, c'est que maintenant, ce travail-là, on le fait. Mais on le fait pour quelque chose. Et on le fait pour que ce quelque chose, ce soit de la réflexion que tu dois embarquer. Sinon, encore une fois,
un outil ne sera qu'un outil, on aura des choses qui sont pertinentes, mais ça ne fait pas le job. J'ai vu qu'il y avait une étude là, sur le ChatGPT où justement ça remet en cause tout le contenu, parce qu'en fait, tout le contenu maintenant qui existe est autoproduit par ChatGPT. C'est-à-dire qu'on le nourrit, il nous redonne du contenu, il le redonne à quelqu'un d'autre, et en fait, du coup, on se retrouve avec une harmonisation globale, mondialisée du contenu, où en fait, tout ce qu'on se dit maintenant, c'est un ton neutre, c'est quelque chose d'aseptisé. Et je trouve que le commercial ici, il vient remettre cet équilibre, cet échange, ce relationnel humain. Alors, donc, je suis d'accord avec toi, il faut aussi parfois faire un pas en arrière et que les gens comprennent la plus-value réelle de ce qu'on met en place. Le ChatGPT, c'est le McDo de la bouffe, hein, très clairement. On harmonise les choses. Juste 2 mots par rapport à cette remarque qui est très juste. L'IA est au service de l'humain, j'enfonce ces portes ouvertes. Alors si l'humain veut en faire n'importe quoi, et aujourd'hui effectivement ça part dans tous les sens, à partir du moment où un moteur de recherche est gratuit et qu'on peut demander tout et n'importe quoi et que ça coûte une énergie de dingue alors que ça répond tout de suite, enfin, ça peut pas durer comme ça, c'est certain, mais aujourd'hui effectivement, en plus générer des faux rapports de visite ou même alors je l'avais jamais eu, mais voilà. Ouais, alors non, je dirais même que l'IA, l'IA aussi révèle l'humanité. Donc ça n'est pas de moi, mais en tous les cas, fausse note de frais, il faut y aller. Donc la réaction par rapport à ça, il y a une sacrée équipe, hein. Non, mais au moins il la connaît mieux, il a appris à mieux la connaître. Il en reste plus qu'un. Non mais je vais virer tout le monde là du coup là. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut, évidemment, vous l'avez dit, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'il faut discipliner. Donc, comment on discipline ? On interdit l'accès à des outils no compliant, donc le ChatGPT gratuit ou pro, mais qui ne correspond pas aux données de santé ou aux données sensibles. On connecte son CRM, HubSpot, le premier CRM connecté à Chat et à Claude et aux autres, donc directement ces data, et on verrouille bien que les accès sont des accès privés, etc. Et on surveille que ça ne se passe que dans le CRM, ça ne sort pas, ni dans un sens, ni dans l'autre, pour faire des copier-coller à gauche et à droite. Et on choisit ces LLM qui sont compliant ou qui font bien le job pour les connecter uniquement au CRM. Et on n'en sort pas, donc c'est une vraie discipline. Et puis 3, on crée des usages précis. C'est-à-dire qu'on dit, tes rapports de visite, tu n'as pas à les faire à la main. De toute façon, ils sortent de tes interactions. Donc, on va juste demander des actions. Mais je m'en fous d'avoir les rapports. C'est pourquoi, comment t'améliorer des usages de formation et autres. Mais à la base, l'IA redonne une autonomie énorme aux équipes, aux commerciaux. C'est pour ça que ça veut partir dans tous les sens. Mais par contre, ça a des vertus. Et c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure est encore plus important, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, on a mis ces outils à disposition de nos commerciaux sans aucune règle, sans aucune formation, sans aucun accompagnement. Et du coup, moi, je me retrouve des fois, mes sales, pareil, dans le ChatGPT, ils me mettent des informations que demain, mon concurrent peut retrouver me concernant. J'en ai pas du tout envie. J'ai pas envie de nourrir quelqu'un qui, demain, va nourrir en information mon concurrent. Donc, je pense que ça doit vraiment s'accompagner d'une prise de conscience autour de l'utilisation de cette donnée, etc. Mais c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, vous mettez un trial, ils l'installent tout seul, ils mettent le trial, c'est fait. Moi, j'ai tous mes sales, ils arrivent, j'ai tel outil, j'aurais rien autorisé, et ils m'ont connecté des trucs. Donc, il y a vraiment un enjeu, je pense, encore une fois, d'accompagnement, de sensibilisation, parce que en réalité, même quand ils sont filous, il y a toujours une volonté de faire mieux et de faire plus avec moins de moyens. Donc, c'est plutôt une bonne réflexion, mais ça s'accompagne. Après, peut-être le point de vue d'un non-sales ici. Il y a la même chose, tu vois, sur la partie tech. Ok, GPT est trop bien, ça permet de coder encore plus vite. En fait, ce qu'on se rend compte sur le marché, c'est que les seniors savent très bien l'utiliser et gagnent du temps. Et en fait, les juniors galèrent beaucoup plus à trouver un job et à trouver justement une ouverture dans les boîtes comme ça. Je vais dire, la connerie est humaine. L'IA, ça permet de faire des choses. On n'est pas obligé d'être complètement dingue avec ce truc et se dire, OK, il m'en faut partout, au point d'en devenir complètement esclave. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. C'est vraiment une question qui fait débat, hein. Merci beaucoup. Ouais. Hein. Et pour finir, juste la dernière chose, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les sales, quand ils utilisent à chaque fois ChatGPT pour envoyer leur email, on le remarque tout de suite. Enfin, je veux dire, en fait, un sales qui va se dénoter, surtout en prospection, c'est celui qui va le faire à la main. Ou qui va très bien traîner son GPT, comme moi. Mais voilà, en fait, qui va vraiment réussir à vraiment pousser le format, quoi. En fait, il le fait surtout par son CRM, pas par ChatGPT. C'est ça l'intérêt. Par son Breeze.
Justement, le sujet, tu peux tout à fait garder le micro. Le sujet, c'était justement le fait d'embarquer l'agentique dans le CRM aujourd'hui, ou en tout cas la prise d'action et l'anticipation d'action. Alors évidemment, encore une fois, il faut que ce soit gouverné et maîtrisé, parce que sinon on peut embarquer tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager toutes les révolutions qui ont été présentées il y a quelques semaines chez HubSpot, justement sur... Très bien, Naïm, parfait. Attends, Naïm, je te laisse 30 secondes pour poser une question répondre à la longue question. Non, mais il le fera bien mieux que moi. Sur l'autonomie, il y avait un sujet que je reboucle avec avant sur le coaching et le training. Le sales, maintenant, il peut être autonome, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de son manager au day-to-day pour s'analyser. Et surtout, il n'a pas besoin du jugement de son manager pour s'améliorer. Il ne faut pas sous-estimer cet effet-là, puisque effectivement, il peut demander à son outil dans le CRM, analyse-moi tous mes calls de découverte qui ont duré plus de 30 minutes par rapport à un client. Est-ce que j'en ai fait trop, pas assez? Il y a le ton, bien surtout. Qu'est-ce que tu penses de mes calls? Et puis toute la semaine, nous, on l'anime avec nos commerciaux. Ils peuvent faire effectivement une auto-évaluation et un auto-coaching. Donc l'IA va l'aider, le contexte, mieux le comprendre toutes les semaines, et lui dire, voilà, ces 3 points-là qui étaient tes points de force sont vraiment améliorés, c'est super. Ces 3 points-là, effectivement, ça reste toujours, pour ces raisons-là, un point de vigilance. Et après, il lui dit, j'aurais dû faire quoi? Et donc l'IA peut vraiment l'aider, et en toute autonomie, il fait des progrès énormes. L'humain, le manager peut intervenir, chez nous il peut intervenir derrière si le commercial n'arrive pas en autonomie à s'améliorer malgré les conseils et malgré l'analyse qui lui est prodiguée, les conseils qui sont prodigués. Et à ce moment-là, on va rentrer sur des phases de mise en pratique en salle ou en live avec des clients. Les annonces autour des agents de prospection. Ouais, peut-être que Naïm, tu peux Alors on a la chance d'avoir notre expert IA agentique HubSpot, mais il n'y avait que 4 places. Comme je lui ai dit, tu pas de problème. Enchanté, bonjour à tous. En effet, moi je travaille en tant que sales spécialiste sur les enjeux IA pour HubSpot. Et pour vous présenter en quelques mots ce que HubSpot fait sur ces enjeux IA, déjà en préambule, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'HubSpot a toujours été sur ces enjeux de centralisation de la donnée, que ce soit du marketing, de la vente et de l'après-vente. Et aujourd'hui, ce qui fait la force et la pertinence d'une IA, c'est justement les sources de données auxquelles il accède. Donc ça, c'est le premier point qui fait justement la pertinence de l'IA d'HubSpot, qui s'appelle Breeze. Et le deuxième point, c'est l'usage maîtrisé et sécurisé qu'on va pouvoir avoir sur HubSpot, puisqu'on est sur une politique de non-rétention de données, de non-entraînement des modèles de données avec nos données propriétaires. Et c'est ça qui, aujourd'hui, devient crucial, finalement, sur les usages d'IA, et nous permet surtout que nos employés, nos utilisateurs n'aient pas des usages personnels et créent des brèches de données via l'IA. Maintenant, quand on prend les usages que HubSpot développe sur ces enjeux IA, on a 2 axes principaux. On a un axe qui est plutôt un axe interne, qu'on va appeler des assistants. Et l'objectif ici, c'est de réfléchir à des cas d'usage pour nos services clients, pour nos commerciaux, où on va pouvoir directement utiliser des modèles de données, des LLM, utilisés par HubSpot, mais également pré-prompter un assistant pour qu'il réponde au cas d'usage. Je prends un exemple simple, un résumé d'appel. On va pouvoir lui dire, voilà, moi, ma méthodologie de vente, c'est celle-là, l'output que je veux, c'est ça, ce que je veux analyser, c'est ça. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus fin, finalement, sur l'usage de l'IA et de cet assistant que mes commerciaux vont pouvoir avoir sur HubSpot. Le deuxième point, c'est les agents, qui sont plutôt des IA exposés en externe. Et ici, on a 3 cas d'usage principaux. Le premier, qui est un usage commercial, qu'on va appeler un prospecting agent, qui, lui, va avoir pour but d'externaliser tout ou partie de la prospection et du séquençage d'emails, avec comme objectif de générer des rendez-vous commerciaux. Donc, c'est vraiment un outil de lead generation. D'accélération de deal, c'est-à-dire dans le deal, en cours de deal. Exactement. Mon brief m'a dit, voilà, tu devrais faire ce type de relance de cette façon-là, et l'agent de prospection prend le relais. Donc là, l'humain déclenche l'agent de prospection, pour l'instant, et valide le ton, valide tout le contexte, tout ce qui est proposé, challenge l'agent, et après l'agent déroule et le contenu et les échanges par rapport à un deal qui a un état donné, ou par rapport à X contact du deal. Donc c'est aussi... c'est très utile pendant le cycle de vente, pas uniquement en prospection. Enfin,
Je sais que... Tout à fait. C'est juste qu'il s'appelle Prospecting Agent, donc le plus évident, c'est celui-là, mais je suis d'accord. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler le Customer Agent, qui est plutôt qui va avoir 2 focus. Un focus plutôt support. Ici, l'idée, c'est qu'il puisse prendre la main sur des réponses de niveau 1 et donc éviter les tâches rébarbatives, les tickets rébarbatifs sur comment changer mon mot de passe, comment accéder à ma dernière facture. Et il est hyper intéressant puisqu'il va se baser sur l'ensemble de la donnée HubSpot, mais il va être également en mesure de réaliser des appels API en temps réel sur des systèmes tiers. J'imagine que vous travaillez avec un combo CRM-ERP. Donc l'idée, c'est peut-être de pouvoir se dire, j'ai de l'information dans un ERP, je vais pouvoir l'appeler via mon agent IA et rapatrier cette information sous forme d'une conversation avec mon client final. Son deuxième objectif, c'est de faire de la qualification de lead. Et là, j'anticipe un peu, puisque ce n'est pas quelque chose qui est disponible à date. Mais il va être en mesure, sur un visiteur de site web, de pouvoir comprendre quelle est son intention, de pouvoir lui poser des questions de qualification et de capter un niveau de maturité de lead. Et en fonction de ce niveau de maturité de lead, de définir la prochaine bonne action. Est-ce que ça va être de l'enrôler dans un scénario marketing si son niveau de maturité n'est pas incroyable? Est-ce que ça va être directement de prendre du temps et de booker un rendez-vous pour un commercial? Et c'est ça justement l'objectif qu'il va avoir. Le dernier agent qui est mis sur le marché par HubSpot, c'est ce qu'on va appeler le Data Agent. L'objectif ici, c'est de travailler sur une meilleure homogénéité de notre donnée et d'identifier rapidement des gaps de données et de pouvoir les compléter via des appels IA, via des requêtes IA. Un cas d'usage, c'est aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une donnée homogène sur le numéro de SIRET de nos entreprises. On va pouvoir, sur HubSpot, mettre un prompt sur une propriété SIRET qui va pouvoir appeler l'ensemble des API publics pour nous rapatrier un numéro de SIRET et peut-être dédoublonner nos entreprises basées sur ce numéro de SIRET. Voilà, il y a encore plein de cas d'usage hyper intéressants sur lesquels on peut travailler. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Ça marche sous forme de crédit, on est là. Ouais. Et je voulais rajouter sur ça aussi, en fait, quand on avait cette discussion sur en fait, comment est-ce qu'on a une homogénéité sur ça, c'est que le but de tout ça, c'est vraiment avoir un one-stop shop intégré. Et par exemple, quand on est en communication avec un client, on va parler, peut-être qu'on va avoir tous ces rapports-là, mais en fait, quand on va dire OK, on se rappelle ce jour-là où on fait ci en fait avec Ringover, automatiquement, ça va mettre une tâche et en fait un rappel en fait sur HubSpot sans qu'on ait rien à faire, par exemple. Donc en fait, même le sales n'aura même plus, ou le CSM ou quoi que ce soit, à devoir se connecter par la suite ou faire son rapport, ou dans son rapport se dit je mets mes tâches. C'est vraiment toutes ces choses-là où ça résonne à ce que tu disais en fait. Ça va pas rendre le sales con. C'est juste quelque chose où en fait il n'a pas envie. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est quelque chose en fait qui est juste chiant à faire, de devoir se connecter, en fait, juste avec la voix, avec en fait les next actions que tu vas avoir en fait sur la base de données. Comment est-ce qu'on fait quelque chose avec une one-stop shop qui nous permet de mieux travailler en fait, in fine. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis sur la qualification des leads. J'ai eu 2-3 personnes au petit-déj qui me disaient en fait là, le vrai enjeu qu'on a, c'est comment est-ce qu'on qualifie une lead de qualité. Et c'est vrai que même moi, en tant que sales et dans mon équipe, la première complaint que j'ai, c'est les leads que j'ai sont pas bonnes. Donc, en marketing. Donc, ce qui est faux souvent. Mais voilà. Donc, oui, c'est des enjeux en fait où là, ils te donnent pas mal de quick wins qui peuvent en fait impacter un sales sans l'abrutir, comme tu disais. Il y a un élément, je pense aussi, qui est important, c'est encore une fois partir de ce que vous avez besoin. Parce que là, on fait toujours le listing des fonctionnalités, mais le vrai sujet, c'est de se dire. Partez aussi du quotidien de vos commerciaux, encore une fois, de leur performance, de ce qu'ils arrivent à faire ou pas faire, et posez-vous la question de toutes ces fonctionnalités disponibles, lesquelles sont nécessaires aujourd'hui, lesquelles seront nécessaires demain, parce qu'il y a aussi des paliers d'apprentissage. On n'est pas tous capables, en 2 mois, de s'acculturer toutes les fonctionnalités que propose HubSpot, Ringover. Il y a des milliards qui sont mis sur la table chaque année. Pour faire 1 milliard de choses, on ne peut pas non plus s'acculturer tous ces éléments-là, tous ces cas d'usage et tout améliorer. Donc il y a vraiment des batailles aujourd'hui de faire des choix et de mettre des étapes sur l'acculturation de ces outils. Moi, il y a des outils où mes clients me disent je veux totalement faire ça maintenant. Je leur dis non, t'es pas prêt maintenant parce qu'il y a déjà ça, il y a déjà ça, il y a déjà ça. Donc, et c'est pas d'aller chercher quelque chose de dingue, d'aller faire une randonnée de 12 heures quand au final on en est encore à travailler un jogging de 30 minutes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce sujet de se dire on met des étapes
étapes sur l'effort, et on va sur ce genre de sujet progressivement par rapport à vos besoins concrets. Et c'est à ça que typiquement Copernic sert ici avec Ringover et avec HubSpot, c'est de poser un peu cette stratégie de pilotage et de mettre des étapes. Et gardez vraiment ça en tête, la fonctionnalité reste une fonctionnalité qui est plus ou moins nécessaire dans vos stratégies. Ouais, c'est pour ça que d'une manière générale, quand on déploie une solution, qu'elle soit voix ou data, il y a toujours une étape de cadrage très précis pour éviter ce genre de débordement, où on va à la fois cadrer, et puis on va... Comment? Non, mais c'était un bon exemple, On va peut-être donner la parole avant de conclure et d'embarquer sur le déjeuner, mais c'est très très important d'embarquer une période de cadrage. On parlait d'adoption et de formation. Les prémices de ça et l'amont de ce sujet, c'est vraiment le cadrage, de savoir ce qu'on veut embarquer, quels sont les personas qu'on va adresser et surtout quels sont les déboires qu'on veut éviter. Très très important. Alors c'est vrai que sur l'IA, il y a tellement il y a profusion d'initiatives éparses qu'on peut évidemment ouvrir un champ des possibles absolu. Est-ce qu'il y a des... Justement, on va peut-être... Ah bah là, très bien. Je vais vous donner le micro parce que moi, je ne suis pas le spécialiste. Merci beaucoup. Charlotte Lallemand, société Lucas. Et du coup, moi, je suis Head of Outbound avec une trentaine de BDR. Et forcément, alors, nous, on va vers l'IA, on y croit. Et par contre, on fait ça avec vraiment 3 étapes et je suis assez curieuse d'avoir vos retours là-dessus. C'est vraiment donc la formation, mais la réflexion et enfin l'action. Je m'explique. Sur la formation, c'est vrai, tout ce qu'on a mis en place, on a fait pas mal de formations. Pourquoi ? Parce qu'on a été loupés par le passé, où on a pris, comme le disait très bien Mélanie, justement des outils, parce qu'on avait justement certaines pratiques, et finalement, ça n'a pas été adopté. Donc, on a rétro-pédalé là-dessus, par contre, et maintenant, chaque outil est vraiment accompagné d'une formation des commerciaux qui y sont liés. Par contre, le deuxième point, c'est justement la réflexion, parce que c'est là où on va soit essayer de simplifier, en partant vraiment du paramétrage, soit en créant, je m'excuse, ça grésille, soit en créant des agents, soit même en allant justement personnaliser les outils pour répondre plus à la demande des BDR dans mon cas. Et vraiment, on va passer beaucoup de temps avec des ops pour nous accompagner sur le paramétrage justement de ces outils. Et enfin, l'action, parce que moi, j'en suis un peu à cette étape-là. C'est très bien la théorie, mais il faut aussi qu'en général, les équipes sales pratiquent. Et je m'aperçois que c'est peut-être les limites de la formation, c'est qu'il faut quand même mettre les mains dedans pour voir la synthèse, pour voir la qualité de ce qui est ressorti, et ce que peut faire l'IA, ce que ne peut pas faire aujourd'hui, ou en tout cas pas encore. Et ça, c'est vraiment important, et on en tire souvent des plans d'action, justement avec des roadmaps pour la suite, pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir changer et paramétrer, et qu'est-ce qui, au contraire, ne fera pas partie de ça, et que là, c'est aux sales de le faire. Je pense que la méthode est très bonne. Il y a un élément que je rajouterais, c'est le post-action. Parce que là aussi, tu parlais de formation, mais pour moi, il y a la notion de formation, VS, adoption, où en fait, ça devient vraiment ancré dans le quotidien et une habitude. Parce que souvent, il y a le sujet où on met à dispo une fonctionnalité, elle est géniale, elle est nouvelle, elle est utilisée un petit laps de temps, puis elle finit par mourir et on ne sait pas trop pourquoi, et elle part plus vraiment être utilisée. Donc pour moi, il y a vraiment une notion après, dans l'action dont tu parlais, de récolter du retour terrain. Et ça, je trouve qu'on le minimise aussi, parce que moi, j'ai eu par exemple beaucoup de commerciaux, je ne sais pas pourquoi, ils sont mis à plus utiliser l'outil, mais ils m'ont jamais expliqué pourquoi, et je me suis rendu compte quelques semaines, quelques mois après qu'en fait, il avait juste arrêté d'être utilisé, mais on a loupé cette étape où ils ont commencé à le délaisser, ils ont commencé à ne plus comprendre l'intérêt, et ils l'ont arrêté. Et du coup, tu vois, le post-action, pour moi, vraiment d'avoir des feedbacks terrain réel et de pousser ces feedbacks, parce qu'encore une fois, ils sont aussi noyés dans le quotidien, ils ne pensent pas toujours à le faire et on passe à autre chose et on est vraiment dans une course à l'immédiat. Il y a vraiment, je pense, ce post-action à poser pour être sûr qu'on est dans un usage complet. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu entendais dans l'aspect formation et action, mais je pense qu'il faut vraiment le dissocier parce que ça a son importance. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, retours terrain ? Alors moi, j'aurais plutôt tendance à expliquer que l'adoption dépend du bénéfice perçu. Et que... Moi aussi, c'est ce que je voulais dire aussi. Non, alors, je te laisse. Allez, vas-y. Non, mais en fait, je réfléchissais à ce que tu disais. Et moi, j'avais toujours une approche de quick wins. En fait, surtout avec l'IA aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir des quick wins. Il ne faut pas se dire, en fait, je vais révolutionner mon entreprise. Elle va casser. En fait, on n'est pas prêt à faire quelque chose où on va tous être des sales accélérés, en mode cyborg, super-héros. Enfin, non. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que les quick wins ? Par exemple, dans ta formation, est-ce qu'avec l'IA, tu peux mettre un bingo des mots qui sont utilisés, en fait, que tu dois utiliser dans tes conversations ?
et celui qui gagne le bingo, il a une bouteille de champagne, j'en sais rien. Ça, c'est des quick wins où tu as un Bienvenue chez Ringover. Non, mais une petite gamification, beaucoup de champagne chez Ringover. Il y a une gamification en fait de ces choses-là en fait qui vont te permettre d'accélérer en fait ta formation. Et en fait, si tu dis OK, je vais transformer mon pôle de A à Z et ça va être un projet de 9 mois où je vais faire ci, ça, je pense qu'aujourd'hui, vu l'état de maturité de l'humain face à l'IA, on perd. Et je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, tout le monde disait c'est génial, ChatGPT, je vais pouvoir regarder, dire ce que j'ai dans mon frigo et ça va me faire des recettes. En fait, les gens l'ont fait 2 semaines. Plus personne n'utilise ChatGPT pour ça. C'est un nice to have, mais en fait, ça sert à rien. Donc, si on va sur des choses, comme tu disais, en fait, de OK, je vais transformer ça, je vais transformer ça, je vais transformer ça. Les gens, à la fin, ils vont me dire OK, et puis 3 mois plus tard, plus personne l'utilise et t'as perdu. Pour le coup, en prospection, le bénéfice, normalement, il est immédiat. Hein, parce que soit les campagnes marketing, on peut mesurer le ROI tout de suite, on peut demander des recommandations, pourquoi il se passe ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment, les campagnes. Enfin, nous, c'est disponible avec les agents. Et les commerciaux, les BDR chez nous utilisent beaucoup. Quand c'est bien contextualisé en prospection, les calls, alors ça, il faut toujours coller, bien évidemment, c'est l'humain qui va coller, mais les calls ont un taux d'abouti et de prise de rendez-vous qui est bien supérieur avec les séquences pilotées par l'IA, effectivement. Béchir, directeur commercial d'Europe Sud chez Porex. Tout ce qui a été échangé ici, effectivement, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, effectivement, je me suis retrouvé. Énormément chez monsieur, effectivement, sur la façon, effectivement, de robotiser certaines équipes commerciales. Si je suis ici, c'est parce qu'effectivement, je suis très intéressé, comme tout le monde, et que qu'on soit pour ou contre, l'IA aujourd'hui est incontournable. Donc, il n'y a pas de débat à avoir sur ce sujet-là. Moi, ce que j'aimerais mieux appréhender, c'est comment l'IA et toutes ces solutions que vous nous avez décrites vont pouvoir faire en sorte que le résultat final, la perception du client, puisque lorsqu'on dit qu'on va monter un deal, il y a bien un humain derrière qui va donner son approbation. Ce n'est pas encore aujourd'hui une machine qui va dire « oui, je prends la solution de la société A ou de la société B ». Donc il y a bien l'humain qui est là, qui au final comment l'humain va appréhender, va comprendre effectivement, je dirais, le discours, la manière, le comportement qui a été, entre guillemets, adopté par ces solutions-là, par le sales. Le sales, si effectivement on a affaire à un sales qui va, entre guillemets, être bête et méchant et qui va dire « Ah, moi je suis le protocole, c'est comme ça que je dois faire, en amont, voici les questions qu'il fallait poser, voici les réponses qu'on a eues, on a tout compilé dans le CRM, et l'IA me dit « Voilà ce que tu dois dire et quelles sont les propositions que tu dois faire ». Quelle est la perception du client? Parce que moi, aujourd'hui, je ne vends pas de solution catalogue. Moi, je vends une solution qui n'existe pas aujourd'hui. Donc moi, je m'adresse aussi bien à un ingénieur en mécanique qu'à un docteur en médecine, qu'à un pharmacien, qu'à un directeur commercial ou à un président. Donc effectivement, mes questions en amont dépendent énormément, même pas, surtout, de qui j'ai affaire à moi. Donc comment ces données-là vont être extraites par la voix, mises dans le CRM correctement, et comment l'IA va compiler tout ça pour me dire, voici les points vraiment clés que tu dois prendre en compte et utiliser, de manière à ce que le décisionnaire final, à la fin, ne se dise pas « Ah oui, ce qu'il m'a proposé, ah ouais, ça vient de l'IA, c'est tellement, entre guillemets, mécanique que je n'ai pas cette perception d'avoir été réellement pris en compte. » Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Absolument. Et alors, ce qu'il faut surtout qu'ils disent, ils se foutent que ce soit de l'IA, ils veulent juste que ce soit bien mieux fait qu'avant. C'est ça, en fait, le sujet. Et oui, j'ai un exemple en tête tout de suite, c'est qu'on a monté, nous, il y a 1 an et demi, un groupe IA pour les commerciaux qui avaient envie vraiment d'expérimenter pas mal de choses et de partager les best practices au niveau pays et Europe. Et j'ai été très, très, très surpris dans le bon sens des choses, de voir comment, en paramétrant correctement ce qui est disponible dans notre outil à nous, on peut faire des choses hallucinantes. C'est-à-dire qu'avec des bons prompts, des bonnes mises en contexte, aller chercher le métier de l'acheteur ou le vertical ou la taille de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, un exemple concret, j'ai des retours de calls auxquels j'ai assisté, un call de découverte sur un client qui ne nous connaît pas, sur un prospect. Et la commerciale, on peut arriver maintenant parce que l'IA a aidé à préparer le contexte, à préparer
les enjeux du client, son actualité, mais donc sur ses enjeux à venir, les enjeux de ses concurrents, comment ils se positionnent par rapport à tout ce qui est disponible comme données sur le marché, ce qui se passe dans l'entreprise, et mettre tout ça en forme rapidement. Donc ça prend quelques minutes avec des belles slides. Et donc, on attaque un call de découverte en disant, écoutez, plutôt que de vous faire perdre du temps à vous poser des questions pendant 30 minutes et à tout noter ou tout enregistrer, je vais vous dire ce que moi, j'ai préparé par rapport à ce que j'ai compris de vos enjeux. Et pendant 5 minutes, on déroule. Et le client, à la fin, il dit, mais vous avez passé combien d'heures ou de jours pour récolter cette information? Je découvre des trucs qui sont mieux formatés que ce que moi je pense de mon entreprise et de mes enjeux. Est-ce que je peux utiliser les slides pour les présenter en codir? Et merci, en tous les cas, de présenter les enjeux de cette façon-là. Et donc, là, il y a un effet waouh, mais par contre, il y a du travail de prompting. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis des scénarios en place pour récupérer l'information, mais l'outil permet de faire ça. Il faut juste qu'il y ait un peu d'intelligence humaine qui va prompter. Donc, on partage ces prompts. On a des dizaines et des dizaines de cas possibles en interne qu'on améliore et qui ont un effet exceptionnel. Et puis, ça fait gagner du temps aux commerciaux et aux acheteurs et aux interlocuteurs. Enfin, ça apporte de la vraie qualité. Et je continue sur ta question parce que tu avais deux pans dans ta question. Tu avais comment est-ce qu'on se prépare et tu avais aussi comment est-ce qu'on analyse la réaction. Et c'était ça, en fait, je pense que tu dis aujourd'hui, en fait, on peut avoir tous les outils pour se préparer. Et qu'est-ce qu'on sort après de ça sur le call? En fait, comment est-ce qu'on voit du côté client et encore du parcours en fait, client et pas du parcours de préparation du sales. Et c'est pour ça que je voulais que tu parles de ça parce que c'est des sujets qu'on avait beaucoup traités avec Ludo. Sur en fait les sujets d'émotion, les sujets d'empathie, et c'était un sujet que j'avais traité avec lui parce que j'étais à un événement en fait où j'avais parlé avec un patron gros patron de service client qui avait 2000 ou 3000 personnes en fait en face, enfin qui gérait les clients, donc pas forcément sales, mais là on est vraiment. Et il me disait mais moi j'ai pas du tout envie d'avoir en fait des voice bots en fait qui répondent parce que moi quand quelqu'un regarde sa facture de gaz ou d'électricité, en fait, il n'a pas du tout envie de parler à un robot, quoi. Enfin, il vient d'avoir une augmentation de 30%. En revanche, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir ce que la personne ressent en face de moi. Parce que parfois, l'humain, en fait, ne sait pas comment jauger cette façon-là. Et c'est, je pense, que j'essaie de comprendre. Et comment est-ce qu'on aide, en fait, le commercial à jauger la personne en face. Et c'est pour ça que je veux, toi qui maîtrises beaucoup mieux le sujet que moi. Ouais, donc on rentre justement dans cette partie émotion et en effet, moi ce que j'aime bien voir, c'est on a un outil d'analyse conversationnelle hyper poussé qui te permet d'avoir ce post-analysis et de te dire ok, comment vont mes clients en fait? Quand ils m'appellent, peut-être qu'ils sont pas forcément très enjoués de m'appeler parce qu'ils ont une augmentation de ma facture d'électricité. Par contre, est-ce qu'à la fin de l'appel, est-ce qu'il y a eu une satisfaction de la part du client? Est-ce que son ton a changé? Est-ce que ce qu'il dit est beaucoup plus positif qu'au début de la conversation. Et si on arrive à avoir cette évolution-là, parce qu'au final, on veut pas aller se dire, OK, on va analyser chacun des humains, ils vont entrer dans des cases, etc. C'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est de se dire, OK, comme tu as très bien dit, on était à un point A au début de la conversation. Est-ce que la conversation a fait qu'à la fin de la conversation, il y a soit un ROI, soit une satisfaction cliente qui est là? Et ça, c'est hyper important. Et tu le trouveras justement dans Empower Sharing Over, c'est justement ce fait de pouvoir se dire, OK, comment est-ce qu'à la fin, je suis sûr que la satisfaction du client est là? De même, on le disait, on a aussi ce système de prompt où tu vas pouvoir aller, si tu adoptes à fond le produit, tu peux aller modifier les prompts pour que ça reflète exactement ton comportement, ton besoin. Et quand en réel, ça te dit, OK, est-ce que c'est plutôt vert ou est-ce que c'est plutôt rouge? Parce qu'au final, on en revient à ces binaires, en fait. Est-ce qu'à la fin, on est content ou pas content? Donc voilà. Et j'en profite. En effet, tu t'expliquais bien, justement, si l'IA me fait tout ça, en fait, à quoi sert mon commercial? Si je résume. Si un commercial, c'est juste énoncer justement ce que va dire l'IA, je ne sais pas trop si on peut réduire justement ce métier à ça. Mais je suis convaincu, de toute façon, on ne pourra pas remplacer l'humain pour le closing. En revanche, il y a une vraie question sur cette partie customer service, de se dire, OK, quand j'appelle un support, niveau 1, il va me répondre basé sur une knowledge base ou quelque chose qui va me permettre de m'aider en termes soit peut-être technique, soit information globale de l'entreprise. OK.
La question est, est-ce que tout le monde va migrer là-dessus ou pas? Moi, je suis le premier à me dire, en fait, j'aime bien, quand j'appelle mon assurance, même si c'est une question, j'aime bien avoir quelqu'un qui va me dire, OK, je prends vos données, on va regarder ensemble, je vais m'occuper de vous, etc. C'est peut-être un peu à l'ancienne. Je dis pas que du coup, que les voicebots n'ont pas leur avenir là-dedans, mais il y a quand même, dans chaque entreprise, un ADN à garder et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? Il y a des avantages, des inconvénients, il faut peut-être pas aller à fond d'un côté ou à fond de l'autre. Il y a peut-être un entre-deux à trouver. Et fun fact, notre outil dont tu as parlé, Empower Ringover, d'analyse conversationnelle, en fait, qui donne en fait le fil de l'appel, qui donne en fait vraiment, comme tu disais, en fait, quels sont les outcomes, comment est-ce que le client s'est senti, le prospect s'est senti. C'est quelque chose à la base qu'on a créé pour l'interne et qu'on a décidé de commercialiser parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec cette situation, scale-up, énormément d'appels, service après-vente, care, et en fait, on savait pas comment faire les analyses d'appels avec le staff qu'on avait sans scaler, et en fait, on avait automatisé ça avec des rouges, des verts, des jaunes, et on s'est dit, mais attends, ça nous fait gagner énormément de temps, est-ce qu'on peut le scaler en fait au niveau sales, au niveau SAV en fait sur d'autres clients? Ouais, peut-être une dernière question, peut-être pour Mélanie, terrain ou je sais pas. Orienté pour moi. Alors, Exactement, choisissez, pile hein. poil pour toi. Là, ok. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, en retour Ah, très bien. Bonjour à tous, Pierre-Michel Couturier, directeur de l'agence Dreamcatcher Sales. Donc nous, on est une agence de recrutement spécialisée dans les profils commerciaux, Head of Sales, Sales. On fait passer 2500 entretiens par an. Et moi, j'ai une nouvelle, effectivement, inquiétude des VP Sales qui sont arrivés ces derniers mois. C'est il y a une telle avancée technologique régulière, deux outils qui sont must-to-have comme HubSpot, Ringover, qui nous proposent effectivement chaque semaine, chaque mois des nouvelles solutions. C'est en fait comment on onboard nos équipes et surtout le risque de désorganisation. Tout à l'heure, Madame parlait effectivement de son équipe de 30 effectivement BDR avec le travail sur les sales ops. Parfois, quand on a des entreprises avec 20, 30, 40 sales, on se dit ah bah merde, encore une nouvelle fonctionnalité. La fonctionnalité elle est top, mais on vient juste de se réorganiser pour réussir à intégrer l'IA pour les sujets d'email. Et donc se pose aujourd'hui effectivement la question de est-ce qu'on exploite à fond les outils, est-ce qu'on va continuer avec ces outils, mais surtout quel est le rôle de ces éditeurs de logiciels qui nous aident effectivement à booster la productivité. Est-ce que HubSpot, Ringover ont prévu comment ils voient effectivement l'avenir? Est-ce que leur rôle n'est pas aussi de faire un peu de prestation de service pour aider les entreprises avec peut-être les CSM ou autres à nous accompagner dans ces changements, parce que sinon ça risque peut-être de nous faire des freins à l'adoption. Donc c'est vraiment une question ouverte. Effectivement, c'est ma question. Ouais. Non, et bah, tu vois, c'est pour ça qu'autour de la table, moi je suis aussi là, parce que moi je ne représente pas, en l'occurrence, un éditeur. Hein. Moi je représente vraiment la partie accompagnement du client, et là où je te rejoins, c'est qu'il y a vraiment tout un sujet de se dire, encore une fois, comment on utilise les bons outils au bon moment. Et nous, des fois, on ne se fait pas toujours des copains, mais moi, ça m'arrive en fait de ne pas recommander certains outils, encore une fois, parce que, non pas parce qu'ils ne sont pas pertinents, parce que franchement, tous les outils que je vois sur le marché qu'on utilise sont géniaux, mais déjà ne sont pas tous adaptés aux mêmes besoins. Donc ça, il faut bien vraiment creuser le besoin, parce que même des outils de téléphonie, on en parle, il y en a qui sont très très bons sur des aspects très fins, d'autres moins bons sur des aspects très fins, et donc moi, des fois, je vais plutôt recommander un outil ou un autre sur des choses qui sont très précises, très fines. Donc ça, c'est, je pense, le premier point. Et le deuxième, je pense, le deuxième point autour de ça, c'est comme tu le disais, sur l'aspect, encore une fois, cadrage, accompagnement, comment je priorise par rapport à mon besoin réel terrain. Et tu vois, tu fais du recrutement, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas énoncé ici, mais qui est important. C'est en réalité, peu importe l'IA, je pense que le plus important, c'est qui l'utilise. Et tu le sauras mieux que moi, vu que vous faites du recrutement. Moi, je trouve que le mindset d'une personne qui utilise l'IA sera toujours la chose la plus importante. Parce que, comme tout à l'heure on le disait, il y a ceux qui vont s'en servir pour être filous, et il y a ceux qui vont comprendre que l'IA, elle est au service que d'une chose, c'est in fine d'avoir une relation profonde et un échange profond avec les personnes avec qui tu converses, parce que l'IA ne fait que gagner du temps, amener de la personnalisation, amener un peu plus d'éléments avec moins de temps. Mais le plus important, ce sera toujours pour moi, qu'est-ce que tu fais de ces informations qu'on te donne et comment tu as la capacité d'utiliser ces informations-là pour faire quelque chose de meilleur, comme on le disait. Donc c'est peut-être un peu cucu dit comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment toujours ce mindset à garder, et ça, je suis certaine qu'on ne le remplacera jamais. D'où aussi l'aspect recrutement, mais oui, travailler avec des boîtes comme les nôtres, ça sert à ça. Dernier petit...
moment avant le... Et du coup, je reviens sur ta question de qu'est-ce que font les éditeurs. En effet, notre métier, ça a toujours été de faire des plateformes qui sont simples, que l'adoption soit faite. On a de la chance, on est des must-have. Donc, en gros, tu dois utiliser ces solutions-là pour faire du business. C'est génial. Mais là, on se retrouve en effet, comme vous, sur cette partie IA où l'adoption est clé. C'est-à-dire que tu as plein de choses en IA. On l'a vu aujourd'hui, il y a plein de choses. C'est génial, on peut tout faire avec. Le problème, c'est si tu crées des should have qui ne sont pas adoptés, en fait, ton client, il ne va juste pas l'utiliser, il va perdre son investissement, ça ne sert à rien. Donc, il y a forcément cette transformation en cours en ce moment sur les CSM qui doivent aussi arriver à pousser l'adoption de ces projets-là, de se dire, OK, comment est-ce que tu vas, en parlant, je sais pas, de l'analyse conversationnelle, comment est-ce que tu vas correctement, toi, l'intégrer pour que tes recruteurs puissent avoir un vrai ROI dessus, quels sont tes prompts, c'est quoi tes use cases, comprendre vraiment les business cases que tu as, et se dire, OK, comment est-ce qu'on va fitter exactement la solution pour ton besoin, parce qu'en fait, on est gagnant que tu l'adoptes. On n'est pas là pour juste te vendre des choses. Si tu utilises la solution, on est 100% sûr que ce sera héroïste. Et donc, tu gagnes, on y gagne, et tout le monde est content. Donc oui, même en tant qu'éditeur de logiciels, on doit se permettre d'avoir un mini-accompagnement, même si derrière, il y a des intégrateurs super qui peuvent vous faire des choses beaucoup plus avancées en termes de configuration. Merci beaucoup. On approche de l'heure du déjeuner. Donc, évidemment, merci à tous d'être venus. Puis, on va avoir le temps d'échanger de manière beaucoup plus conviviale autour de tables sympathique. Donc merci à vous quatre d'être venus. J'étais un peu stressé pour plein de raisons. La première, c'est que ça fait 1 année que j'ai repris la société Copernic. Donc on a fait un shift d'une société agence inbound à société d'intégration et de conseil. On parlait justement d'avoir cette approche d'adoption et de conseil et d'accompagnement. Donc c'est le cadrage et le conseil extrêmement important pour embarquer de la transfo. Il n'y a pas de transfo s'il n'y a pas de conseil amont-aval, ça ne marche pas. Et évidemment, ça ne marche pas non plus si on n'a pas les bons outils ou la technologie, in fine, on l'a vu, ne remplace pas. Elle, quand elle est bien gérée et bien pilotée, et là j'insiste là pour le bien piloter pour le fraudeur, pour la famille de fraudeurs aux cartes bleues et je ne sais quoi. Mais globalement, voilà, le vrai sujet, c'est ça, c'est qu'il y a une IA, il faut y aller step by step. Moi, j'ai une vision de l'effort qui est assez long terme, mais la plupart du temps, même avec mes enfants, je leur dis, ouais, vous voyez le sommet, oh là là, on va jamais y arriver. Si, on va y arriver, mais en fait, c'est pas à pas, sentier par sentier, et puis à un moment, on y va. Si on considère, évidemment, de grandes révolutions, ça marche pas. Si on considère, là encore, des steps d'avancement qui sont trop importants sans y aller doucement, ça ne marche pas. Donc, en tout cas, merci pour vous. Merci Ludovic, Lilia, Ludo, Mélanie. On va tous se retrouver sur une belle table. Puis on va essayer de se répartir les uns et les autres, Ringover, HubSpot et nous, Copernic, justement pour essayer d'échanger de manière un peu moins formelle autour d'une belle table. Parce que, alors, pour info, c'est aussi pour ça qu'on a pris ici, parce que on mange très très bien chez Château Forme. Je leur fais un peu de pub, ils sont peut-être pas dans la salle, mais en tout cas, j'ai déjà fait plein d'événements. On mange très très bien. Donc, merci beaucoup en tout cas de votre venue. On se retrouve juste après. Merci. Merci à vous.